Le jour même pour ça. Bonjour. Alors, je vais vous parler de la transition vers React. Alors, moi, je m'appelle Yannick Croissant. Je travaille comme développeur front-end chez Deezer. Et on a fait une transition très douce vers React. On a commencé en 2014 et qu'on commence à terminer là. Donc, Deezer, c'est une codebase de 2007, donc pas des plus récentes, presque 10 ans. C'est une single page app qu'on a dû faire de très très rapidement parce que si vous changez de page sur une application normale, vous allez perdre la musique qui est en cours, ça c'est assez embêtant. Donc ça a commencé avec une grosse application Flash, ensuite on a migré vers quelque chose avec l'API History, un peu plus récent. C'était principalement fait avec jQuery en départ. C'était à peu près 200 000 lignes de code JavaScript. C'est parti d'à peu près 400 fichiers. Donc c'était assez compliqué à maintenir. Les problèmes qu'on avait, c'était donc qu'il y avait beaucoup de couplage entre tous les composants de l'application et pas de vraie séparation entre les pages, entre les blocs. Tout était exposé en global et chaque composant allait taper un peu dans les variables globales sans trop s'inquiéter de ce qui touchait, ce qui modifiait. On avait des templates qui étaient dupliqués côté serveur et côté client, parce qu'en général, les pages côté serveur en PHP et qu'ensuite on réécrasait côté client et les templates en Alvar. Donc on avait tout le temps tous les templates dans deux langages différents. Et ça devenait de plus en plus compliqué à maintenir. Et pour faire la moindre modification sans tout casser, ça devenait un peu le parcours du combattant. Alors, donc on a commencé à migrer vers React, mais sans mettre en pause des développements, sans arrêter de sortir des features. Parce qu'on a quelques petits concurrents qui s'appellent Apple, Google et Spotify quelque chose, je vais dire le nom, qui sont assez un peu plus gros que nous, un peu plus de moyens et qui ne vont pas nous laisser nous reposer sur nos lauriers, donc on ne pouvait pas arrêter tous les développements d'un coup comme ça. Donc on a choisi React pour refondre notre plateforme. Pourquoi? Parce que ça, on pouvait l'intégrer très facilement dans le codebase existante. On n'avait pas besoin de tout rebasarder, on pouvait migrer vraiment notre codebase au fur et à mesure. Ça nous forçait, malgré nous, à repenser nos pages en composants et à tout découpler. Ça pouvait potentiellement nous aider à résoudre notre problème de code dupliqué côté client et côté serveur. Si jamais on décide plus tard de faire le grand saut et de faire du JavaScript universel. Et enfin, il y avait une très grande communauté et un très gros écosystème qui est de plus en plus actif et qui propose des trucs vraiment super. Et enfin, React, ça embrasse sur plein de choses au niveau nouvelles pratiques, niveau ES6, ES7. C'était aussi un moyen de commencer à mettre en place des outils et des nouvelles syntaxes pour commencer à faire des JavaScript modernes. Notre approche, c'était de ne rien friser. Donc on ne devait pas arrêter les développements, on ne devait pas arrêter d'insortir de nouvelles features. On n'avait pas d'équipe dédiée à la migration. Donc ça se faisait vraiment au fil de l'eau, au fur et à mesure qu'on devait toucher à des blocs, toucher à des fichiers, on les transformait au fur et à mesure. Voilà, personne n'était mobilisé dessus. Alors, on n'a pas essayé de faire tout absolument nickel dès le début. En partant du code base existante qui avait déjà un certain âge, on ne pouvait pas se dire qu'on allait mettre toutes les dernières technologies à la mode et faire absolument tout bien carré, nickel dès le début. On a fait progressivement, on a vraiment migré tous les fichiers au fur et à mesure. Mais en espérant qu'un jour, on arrive à quelque chose de quand même assez propre en faisant ça petit à petit.
Donc ça fait ça progressivement. On a commencé par avoir un loader custom pour nos fichiers. On a commencé par faire du... ne pas avoir de compilation de JSX en dev. Donc on avait le vieux JSX transformer.js qui prenait notre JSX directement dans le navigateur et le transformait à la volée. C'était extrêmement lent, mais ça nous évitait d'avoir à mettre un watcher en dev, vu qu'on n'avait absolument rien qui était installé pour ça à cette époque-là. Il n'y avait pas de Node.js, pas de Gulp sur la machine de dev. Et tout ce qu'on avait besoin pour démarrer, c'était en fait un nœud tout ce que vous avez besoin pour faire vos premiers composants React, c'est un nœud DOM, peu importe où il se trouve dans votre page. Et une fois que vous avez inséré votre composant dans votre page, vous pouvez à partir de ce niveau-là, faire du React classique sans se préoccuper de tout ce qui se passe autour. À condition que ce qui se passe autour ne modifie pas votre composant que vous avez inséré. C'est toujours évident. Alors voilà en gros une page sur Deezer. Donc on a l'application, on a un menu à gauche, on a une page à droite qui contient plusieurs composants qui ont eux-mêmes des sous-composants. Et on a commencé par migrer les composants les plus simples qui se retrouvent tout en bas du DOM, par exemple les boutons, qu'on a commencé à migrer en composants React et qu'on insérait dans le DOM, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ainsi de suite, au fur et à mesure qu'on migrait les composants, on est remonté dans un stack. Donc, une fois qu'on a migré les composants les plus bas, on est remonté un peu, ainsi de suite, jusqu'à la page, le menu. Alors ça nous est arrivé d'avoir de ne pas faire ça forcément linéairement, d'avoir par exemple deux points de montage de nos composants dans la page. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la racine de l'application, où là toute la page est 100% React et il n'y a plus de legacy. Presque, ça nous est arrivé aussi d'avoir besoin de faire des demi-composantes, qui est juste un composant React vide, qui initialise, par exemple ici c'est un plugin jQuery, qui est initialisé au montage du composant, et qu'on détruit quand le composant est en route. Alors ça, c'est sale, et ça marche. Ça nous a permis d'avoir, par exemple, un composant qui s'appelle DataGrid, qui est un très gros composant sur Deezer, qui est en fait la grosse grille qui affiche toutes les pistes des chansons, qui est un composant jQuery qui faisait 4000 lignes. Donc on ne l'a pas migré du jour au lendemain, c'était assez complexe. Et on avait des pages qu'on voulait quand même migrer vers React, mais sans avoir à refaire ce composant-là en même temps. Du coup, on a pu migrer la page en React, insérer ce composant React de la grille dedans et initialiser l'ancien composant jQuery dedans. Ça nous a pas mal simplifié la vie. Bien sûr, depuis, on a refait le composant jQuery en React et on a juste eu à changer l'initialisation ici dans la page pour insérer le vrai composant. Alors, en parallèle de toute la migration vers React, alors on a pas mal amélioré tout notre workflow et notre architecture. Vu qu'on a mis en place React, on a dû mettre quelque chose pour transpiler. Donc on a mis en place Babel, ce qui nous a permis donc de faire du transpil JSX pour React, mais aussi de pouvoir utiliser tous les super features qui sont dans V6 S 2015 et de faire pas mal de nouvelles choses. On a mis en place le dependency management avec NPM, vu qu'avant c'était à l'ancienne avec copier-coller dans un dossier vendors et dont on avait pu parler. Donc là maintenant on a réussi à trouver ça en utilisant NPM, c'est beaucoup plus propre. On crée nos bundles avec BrowserIFI. On a changé notre solution de routing qu'on a qui était fait maison par React Router. Nous, on avait commencé ça en 2014, donc à l'époque, il n'y avait pas encore tout l'écosystème autour de React, il n'y avait pas React Router, des choses comme ça. Et avoir pris notre temps pour un peu monter notre stack et faire notre migration, ça a aussi laissé du temps à tout l'écosystème React d'arriver à maturité et de sortir pas mal de composants qu'aujourd'hui on arrive à intégrer dans notre stack très facilement.
a mis en place ESLint tant qu'à refaire les fichiers JS, autant, c'est la bonne base d'avoir des règles de coding style et des bonnes pratiques validées par un linter. Ça a donné ESLint Plugin React que je fais sur mon temps libre aussi, et qui nous a bien aidé aussi. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Vu qu'on a tout fait très progressivement, on a fait ça petit à petit, donc composant par composant, sans avoir une vraie vision globale de comment était architecturée l'application, et on n'a pas vraiment repensé à l'architecture, on est vraiment parti de ce qui existait. Donc on a toujours pas mal d'objets globaux qu'on essaie d'éliminer au fur et à mesure. Enfin, besoin qu'on fait les scripts, on les convertit en module CommonJS ou maintenant en module 6. Et on espère, j'espère, bientôt pouvoir se débarrasser de tous ces objets globaux et avoir des vraies dépendances propres. Tous les composants ont des états. Vu qu'on est parti composant par composant, on n'a pas repensé la manière dont a été organisé le state de l'application. Donc tous les composants ont leur état et c'est assez compliqué à comprendre parfois ce qui se passe. Et là, on a un chantier qui est en cours, qui est passé à Redux. On va repenser maintenant qu'on a migré tous les composants React, on peut vraiment se poser et repenser comment gérer l'état de l'application. Alors maintenant qu'on fait toutes les pages de from scratch en React, toutes les pages sont... Certaines sont toujours générées en PHP, mais on écrase tout le code HTML qui est envoyé par PHP, par React. Donc il n'y a aucune réutilisation. Parfois, on fait même des requêtes Ajax pour récupérer les données qu'on vient d'écraser. C'est pas super optimisé. Une solution serait de passer à faire de JavaScript universel, de faire du rendu côté serveur en utilisant Node.js et les composants React qu'on vient de refaire côté front. C'est un chantier que j'aimerais bien mettre en place. Je vais tout à l'heure pour voir si on peut avoir ça dans Node.js, ce qui n'est pas gagné. Pour l'instant, les développeurs back sont surtout habitués à faire du PHP. Et on n'a pas beaucoup de tests unitaires. Je suis désolé. Plusieurs raisons à cela, c'est qu'on n'avait pas de culture de test en interne. Donc, déjà, on avait absolument zéro test unitaire sur la codebase front, sur l'ancienne codebase front. Et quand on a commencé à faire du React, les outils pour faire des tests de composants React n'étaient pas très matures. Il y avait Jest qui venait d'arriver, mais qui était encore juste une surcouche de Jasmine, qui était encore très bancal. Il n'y avait pas Enzyme. Et nous, pour l'instant, on est avec Mocha. Ça marchote. C'est pas super. Faut qu'on reteste Jest, voir si ça s'est amélioré depuis, ou voir Enzyme. Donc là-dessus, on a un gros chantier. Trouver le bon outil pour nous, faire les tests et former les équipes à faire des tests. Et ça, c'est pas une mince affaire. Et on a aussi pas mal de problèmes pour les quelques tests qu'on avait, qui étaient des textes fonctionnels, donc qui naviguaient sur le site, qui vérifiaient si les informations qui s'affichaient étaient correctes, qui se basaient beaucoup sur les objets globaux qu'on essaie d'éliminer. Du coup, la QA nous tape dessus parce qu'ils ne peuvent plus accéder à tout comme ils veulent. Ou aussi, avant, on avait beaucoup d'ID sur nos éléments pour builder des events, pour jQuery, etc. Qu'on n'a plus besoin en React. Du coup, on les enlève. Et la QA, ils n'arrivent plus à sélectionner les éléments pour savoir où se trouvent les informations qu'ils veulent vérifier. Donc là, on essaie de trouver des solutions pour corriger ça. Donc on a des pistes à base de transformers Babel qui leur rajoutera des informations sur la plateforme de test, juste pour eux. Mais c'est encore en cours de test. Donc voilà, en conclusion, alors, si vous partez d'un projet existant qui est assez conséquent, ne cherchez pas à faire un truc parfait dès le début, parce que vous allez y passer un temps fou et
et vous n'avez pas forcément pensé à tous les problèmes. Essayez de résoudre un problème à la fois. Il faut y aller progressivement parce que déjà, c'est JavaScript, quoi, ça bouge tout le temps. Si au jour J, vous choisissez toute votre stack de 0 et que J plus 1, vous vous rendez compte que quand vous commencez à faire votre application, que ça ne correspond pas à ce que vous avez besoin, vous allez peut-être avoir l'impression de perdre votre temps et de tourner un peu en rond. Essayez d'améliorer progressivement le code. Faut un peu parfois serrer les dents quand on fait des trucs un peu sales pour aller vite et en se disant qu'on va repasser dessus plus tard. Mais quand il y a des features à sortir, c'est quand même vachement pratique. Mais il faut toujours revenir, il faut toujours avoir la vision de l'objectif qu'on veut atteindre. Donc il faut oui avoir une bonne roadmap, savoir quand est-ce que vous avez planifié de refaire ce composant-là, refaire cette page. Essayez de remonter, et une fois que vous avez migré des composants qui sont utilisés un peu partout, de repasser sur les anciens composants pour leur dire d'utiliser de nouveaux modules. Ça fait pas mal de gymnastique à faire, mais au final, ça n'est pas trop mal sorti. On n'a pas eu trop de conflits, donc on a réussi à faire une migration sans trop embêter les équipes qui délivraient des features. Généralement, à part des tout petits conflits parce qu'on avait déplacé des fichiers qui venaient modifier, on n'a pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. Voilà. Pour info, on recrute, comme tout le monde. Et je vous ai vu aussi le Twitter de Dizardev, où on poste un peu tout ce qu'on fait en interne. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Tu as parlé d'autres équipes, d'autres développeurs. Vous étiez combien au total à travailler sur le projet? Sur il n'y avait pas de projet en lui-même en fait. Oui. Alors comment est-ce qu'on était à travailler sur le projet? Alors il n'y avait pas vraiment de projet. Maintenant, on a une équipe depuis le début de l'année, on a une équipe qui s'appelle l'équipe Core, qui s'occupe vraiment de l'architecture du site, qui du coup là c'est de la migration, c'est un peu accéléré. Mais à la base, c'était chaque équipe avait à l'application web, on est une quinzaine. Parce que en fait, en faisant les composants React, ouais. Moi pour l'instant, je réfléchis à la possibilité, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on s'éloigne un peu du DOM en fait, et résultat, on perd toute la documentation qui existe sur le net en créant des éléments custom. J'imagine que si tu crées un bouton avec un bouton D, comment tu fais pour documenter tes arguments à toi que tu as fait toi-même, et comment tu fais pour que les autres développeurs arrivent à le réutiliser? Est-ce que vous aviez un truc de documentation? Alors, en théorie, il faudrait qu'on en ait. On n'en avait pas. Il n'y a pas eu de problème, justement? Non. Il y en a sur les composants qui ont beaucoup d'arguments, enfin de props. Mais généralement, on essaie de les garder assez simple. Et généralement, avoir les prop types définis dans le composant, ça suffit comme documentation pour les développeurs. Ils arrivent à voir quels arguments sont obligatoires et quels sont optionnels, quel type ils doivent avoir. Généralement, ça, 85% du temps, ça suffit. Oui. Une question commentaire de ce que tu viens de donner, qui est ensuite de la React qui crée des style guides de composants, qui fait un peu ça tu utilises des composants hyper communs et tu as des exemples de scénarios de quel genre de force tu vas avoir avec quel résultat. Je pense que ça arrive. Question? Vous avez dû changer de direction un peu, parce que parfois quand on se lance dans un gros truc comme ça, on prend quelques décisions en disant bon, on espère que ça va marcher, mais bon, impossible de savoir sur tous les composants. Est-ce que vous avez eu des changements de... Pas dont je me rappelle, non. Bon, je crois que tout s'est réalisé. On a dû faire on a dû prendre pas mal notre temps. On a dû faire pas mal de mails internes en envoyant, disant voilà, on a changé ça et maintenant ça fonctionne comme ça. En fait, c'était plus de la synchronisation dans les équipes et de l'information plutôt que au niveau technique. Je crois qu'il n'y a pas eu de gros ratés.
Le passage à React Router était assez comment dire, délicat, vu qu'on avait toutes les pages qui existaient sur le site n'étaient documentées nulle part. Donc on va dire qu'on l'a mis en prod et une fois que ça arrivé en prod, il y a eu ce Slack qui s'est allumé et j'ai cette page-ci qui ne marche pas, ça qui ne marche pas. J'ai entendu parler de cette page-là, je ne savais pas qu'elle existait. Voilà, des choses comme ça. Du coup, ouais, là-dessus, ça a été un peu délicat parce on ne connaissait pas, personne ne connaissait à 100% l'ancienne codebase non plus, donc on modifiait des choses parfois en se disant faut que ça casse pas. Et vu qu'il n'y avait pas de test non plus. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai une remarque sur React Storybook. Louis-Xavier qui est là a bossé il y a genre 3 semaines chez nous sur, peut-être un peu plus, sur regarder React Storybook, carte blanche et d'autres trucs dans le monde des documentations de composants. Au final, on a écrit le nôtre parce qu'au final, c'est pas beaucoup de code. Et, voilà. Donc, Louis-Xavier qui est là peut en parler si ça vous intéresse. Merci. Oui. Une dernière. Tu comptais les nombres de fichiers, les nombres de lignes et tout Oui. ça avant. Qu'est-ce qu'il en est après? Ah. Ça a augmenté. Ça a augmenté parce que avant, par exemple, tous les templates HTML étaient en deux barres, on ne les comptait pas, alors que maintenant tout le HTML dans le JSX, du coup tout se retrouve dans. Est-ce que votre refacteur en React Component a eu un impact sur les styles, sur la gestion des styles? Pas du tout. Style Pas du tout. Alors on a une équipe d'intégrateurs qui ne touche pas du tout au JavaScript. Et ils viennent tout rouge si on leur parle de inline style ou de CSS dans JavaScript. Donc non, ils font tout, ils utilisent SAS, mais ils utilisent comment dire, de manière classique. C'est pas découpé en composants ou autre.